Bonsoir à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale dans ce laboratoire du logement qui va traiter de la question de la surélévation à Paris. Alors la surélévation, on pourrait dire que c'est un exercice je vais dire, quotidien pour un architecte puisque ça entre dans le jeu de la mutation de la ville. Mais là, ce soir, on va regarder ce que ça donne à des grandes échelles et dans un même quartier. En fait, on a cherché plusieurs opérations, merci. On a cherché plusieurs opérations et il s'est trouvé que tous les regards se sont concentrés sur un même quartier, mais pas la même opération. La première, elle est donc le long du grand boulevard que vous connaissez tous, avec le métro aérien, avec cette opération qui s'appelle Glacière d'Aviel, qui a été construite dans les années 60 et qui aujourd'hui eh bien, se transforme. C'est une opération de 756 logements, dont 73 nouveaux logements. Et c'est ça qui va être intéressant de voir comment les architectes Elisabeth Holbourg et Marie Wagner, ici présentes, ont opéré justement en surélévation. Et un peu plus loin, à côté de la fac d'Andro et Parra, que vous connaissez tous, ces deux grands volumes suspendus, eh bien, il y a un foyer, une autre opération de logement, avec donc un autre maître d'ouvrage que je remercie ce soir, Patrick Carmier, donc, de Domaxis, et Marie Schweitzer, architecte, se dit architecte, même charpentière, si j'ai bien vu. Hein. C'est intéressant de voir. Bon, alors évidemment, il y a une grande histoire dans la famille sur le bois, mais elle est quand même architecte charpentière. Je voudrais quand même qu'on lui rende hommage parce que c'est vraiment un travail qui montre bien la mise en œuvre j'allais dire, de la matière. Donc c'est ça qui va nous intéresser ce soir. Alors nous allons commencer avec nos deux architectes là, sur cette opération voilà, qui est très en profondeur. 750 logements, c'est quand même une échelle très très forte. Alors expliquez-nous l'histoire, et puis l'enjeu. Quelle était la question contemporaine aujourd'hui sur cette opération des années 60? Je commence à présenter le projet, du coup. Bonsoir. Donc voilà, je vais vous présenter le projet. Je vais essayer de commencer par un tout petit peu d'historique sur le sujet et voir ensuite le concours, le moment de l'envie de réhabiliter et ce qu'on en a fait et là où ça en est aujourd'hui en chantier. Donc voilà, pour vous le situer encore une fois, on est entre le métro de la Glacière, le métro Corvisart, bordé par les 4 rues de la Glacière, le boulevard Blanqui, la rue Vergniaud et la rue d'Aviel. Donc voilà, dans un grand triangle entre la place d'Italie, d'Enfer Rochereau et Tolbiac, si vous voulez. Donc là, ce que vous avez, c'est la première maquette dans les années 60 des architectes à l'origine du projet, donc de Dubrul et Lana. Donc voilà, vous avez vraiment là un quartier d'une belle qualité urbaine, une composition élaborée avec des espaces privatifs, semi-publics généreux, avec une création d'un mile central, des commerces, un théâtre, une identité forte, une cohésion sociale forte. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui est en vert là, donc ce qui appartient à Paris Habitat, et c'est là-dessus que nous, on a été amenés à travailler. Je vais vous montrer juste quelques petites photos à l'époque du chantier pour voilà, s'emprunter un peu de l'époque. Donc 63, début du chantier, milieu du chantier avec le métro aérien. Chantier rue de la Glacière, avec au fond des maisons faubouriennes encore à l'époque. Et 1970, après la réalisation, donc là, le mile central, complètement ouvert parce qu'il n'est pas encore, il appartient pas encore à la ville de Paris. Maintenant, c'est un peu plus grillagé. Voilà. Donc 2009, et en fait, c'est entre 2000 et 2009 la question du patrimoine à réhabiliter. Donc on est 40 ans après, l'époque où on redécouvre la qualité architecturale des ensembles des années 60, où on se dit qu'il faut revaloriser ces ensembles-là qui ont été souvent mésestimés. Ce qui s'est passé en 2009, le concours, l'envie de la maîtrise d'ouvrage, c'est de nous faire réfléchir sur la réhabilitation et réfléchir sur la surélévation. Donc rien n'est figé à ce moment-là, le nombre de niveaux ni le nombre de logements à prévoir. Donc c'est vraiment le travail qu'on fait au concours. Et nous, on va travailler de manière globale, c'est-à-dire que les espaces extérieurs n'étaient pas prévus
au concours, et on a amené cette réflexion comme vraiment un projet global, c'est-à-dire qu'il était important pour nous de travailler aussi avec cette dimension horizontale qui venait lier les bâtiments et qui allait apporter du sens sur voilà, la création des niveaux, la réhabilitation et le projet général. Donc voilà, les bâtiments en réhabilitation, depuis le métro, des bâtiments en R+4 et progressivement des bâtiments en R+7, la tour en R+11, des bâtiments de plus en plus hauts vers la rue d'Aviel au sud. La surélévation, donc sur 2 niveaux, création de 17 ascenseurs, dont 3 intérieurs. Et là, vous avez les espaces extérieurs végétaux qui viennent vraiment faire le lien entre tout ça. Plus en détail, en réa, donc l'amélioration et de la qualité des logements, en termes de thermique, rénovation des installations, des équipements à l'intérieur des logements, requalification de l'enveloppe, et toujours dans l'idée d'épurer les bâtiments des ajouts successifs qu'il y avait eu, retrouver les intentions initiales et donner un nouveau souffle, et toujours sans artifice ni geste ostentatoire, l'inscrire dans la pérennité. Alors là, quelques photos des logements existants. Alors évidemment, ils n'étaient pas tous comme ça. Donc ça, c'est des logements qui n'avaient pas du tout été entretenus depuis la création. Donc vétusté des installations, présence d'amiante, c'est un sujet peut-être qu'on évoquera. Menuiserie PVC changée dans une campagne précédente et qui avait perdu en fait l'écriture principale et initiale du projet. Et là, quelques photos des logements réhabilités. Donc en termes de châssis, par exemple, on a retrouvé l'écriture initiale avec un grand châssis en 3 parties, en fait, avec un grand châssis central, 2 châssis périphériques. Là, tout coulisse, et ce n'était pas le cas à l'époque, mais on a essayé de retrouver cette écriture qui avait été perdue dans une réhabilitation entre-temps. Donc là, un logement type en loggia. Donc voilà, le travail sur les pièces humides, sur l'isolation thermique par l'extérieur, les menuiseries remplacées, et puis en loggia, le travail qu'on a fait, c'est un travail de panneaux coulissants. Parce que ce qui a été fait, c'est qu'on est venu supprimer les balcons, les garde-corps maçonnés qu'on avait, afin de retrouver depuis ces loggias une vue sur les espaces extérieurs. Et du coup, c'est ce qu'on voit sur les petites vignettes à droite. Donc, il y a des avant-après. On n'avait pas forcément la vue, on la retrouve après. Et ensuite, on vient, suivant la course du soleil, on vient se protéger du soleil, soit donc pour des raisons d'ensoleillement, soit pour une raison d'intimisation aussi et de privatisation de cette loggia, qui fait comme une deuxième pièce depuis le salon. Donc les façades existantes, là c'est 3 exemples. Dans les façades, il y avait plusieurs typologies. Il y avait des façades lisses avec balcon, des façades loggia, là des façades balcon maçonnés. J'ai essayé de faire un petit avant-après. Voilà. Par exemple, sur la photo de gauche, sur la première, vous voyez tous les balcons maçonnés, quelque chose de très sombre, et on retrouve voilà, que les planchers avec une grande luminosité. Le travail des loggias. La tour, et quelque chose de plus graphique avec, en fonction de la manière dont les gens vont utiliser, venir faire pivoter, bouger les panneaux, on arrive à quelque chose de très différent d'une travée à l'autre. En termes de surélévation, donc voilà, les 2 niveaux, c'est 63 logements finalement. Ça a eu été 73, mais il y a eu un petit recours de permis. Donc les 17 ascenseurs greffés, 3 à l'intérieur. Le principe structurel, nous on était partis sur une charpente métallique. Dans notre idée, c'était quelque chose d'un plan plus libre, avec des poutres alvéolaires, ce qui nous permettait de passer des réseaux plus facilement sans être contraints en hauteur de plafond. Mais en fait, cette solution-là demandait des renforts structurels en fondation. Donc la maîtrise d'ouvrage Paris Habitat nous a demandé, pendant un moment donné compliqué au DCE, de travailler sur une solution bois afin justement de s'affranchir de ces renforts. Et la solution a été trouvée assez vite, et c'est vrai que le résultat, ça a été plus simple. Un exemple de plan sur élévation au R+5.
Donc voilà, la contrainte de réaliser un logement en surélévation, c'est l'emprise du bâtiment existant, parce qu'il est contraint donc, par sa largeur. Également l'emplacement des gaines qui vont conditionner l'aménagement du logement. Et l'idée, c'est d'essayer de faire un travail suffisamment fin pour faire oublier ces contraintes et avoir un plan le plus simple de lecture. Et là, vous allez avoir des logements à simple, double, triple et quadruple orientation. Notamment en R+6, là, vous avez un 5 pièces, 2 terrasses, 4 orientations. La liaison donc, entre réhabilitation et surélévation, elle se fait par cet ascenseur. Le traitement qui a essayé d'être fait, c'est vraiment d'avoir comme un glissement du traitement de la surélévation derrière la réhabilitation et de travailler vraiment ces 3 niveaux comme si ça avait toujours existé. Voilà, quelques photos de logements créés. Les façades projet, les terrasses. Le hall et la liaison verticale, ce sont les seuls éléments qui ont été greffés qui sont sur l'emprise extérieure de la réhabilitation. Je passe un peu vite parce que je mets du temps. Un autre sujet qui était un peu complexe, c'était faire les cuves semi-enterrées pour les ascenseurs, parce qu'en dessous, on est en parking en copropriété, donc il ne fallait pas descendre de manière trop profonde. Donc voilà, ça c'était... Mais c'est bon, ça marche. On pourra y revenir, il n'y a pas de problème. Et les espaces extérieurs, donc voilà, l'importance des espaces extérieurs sur le site. On a 2 grands axes, nord-sud et est-ouest, qui viennent se croiser. L'îlot est vraiment poreux, on le traverse vraiment d'est en ouest et nord au sud, c'est vraiment le principe de base. Nous, au centre, on a voulu créer une place de rencontre avec une liaison douce vers la place haute en créant une rampe paysagée, habitée. Donc il y a un local en dessous qu'on aimerait pour les jeunes, les moins jeunes, un espace de rencontre. C'est vraiment le cœur du projet qui est éclairé par des patios. Et voilà. Et juste pour terminer, il y a eu un film qui a été fait sur Glacière, donc je vous laisse regarder, par Manuel Chapira et Jules Zing, pour des témoignages des locataires sur leurs souvenirs de cet endroit et leurs attentes avec les travaux. Donc je vous laisse lire ce qui est écrit. Ce qui en ressort, c'est que les gens ont vraiment un bon souvenir de cet endroit. C'est vraiment un endroit qu'ils trouvent très particulier à Paris. Ils sont contents d'y habiter. Il y a le terme de cité qui est revenu souvent, que nous, on n'osait pas utiliser et en fait que les gens s'approprient. Et pour finir, voilà, il y a des gens qui avaient peur que la surélévation s'écroule sur eux. Et en fait, ils sont assez contents qu'il y ait des nouveaux locataires. Il y en a même qui ont très envie d'y habiter maintenant. Voilà. Je vous remercie. Merci. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on voit que là, les architectes, ils relisent une copie des années 60. Et j'ai bien aimé quand vous avez fait la distinction entre une réhabilitation, j'allais dire, un peu iconoclaste, presque, on pourrait dire, qui avait justement oublié l'écriture originale. Et donc, oui. Et donc, cette écriture... je trouve intéressant qu'on... vous avez bien souligné que c'était un peu l'époque qui voulait ça. Mais on n'imaginerait pas, par exemple, chez Fernand Pouillon, au Point du Jour, la question ne se poserait même pas, parce que l'opération est déjà label 20e. C'est peut-être une opération plus importante dans l'histoire de l'architecture. Mais celle-là, elle a quand même aussi marqué Paris. Elle est... Je me souviens d'un film avec Alain Delon et autres. Voilà, il y a toujours des histoires. Elle appartient aussi au cinéma. Donc, elle appartient à l'histoire de Paris et autres. Comment Paris Habitat, d'un seul coup, il s'est dit, on peut plus réhabiliter comme avant. Parce qu'on les avait invités ce soir, mais ils ne sont pas venus, c'est dommage, parce qu'on aurait aimé discuter avec eux de comment on change de stratégie et qu'on passe de réhabilitation comme sur la tour Bois-le-Prêtre, où il y avait déjà eu un travail, on dirait, disons, cosmétique dans les années 80, et ensuite un vrai travail avec la Caton Vassal. Donc on voit bien que
le travail sur l'architecture, il revient là sur la question de la réhabilitation d'une manière non technique. C'est ça qui est intéressant. Alors comment ça s'est passé dans ce concours? Est-ce que justement... Je pense qu'ils avaient quand même conscience des fortes qualités urbaines de cet endroit, de l'importance qu'il avait eu. C'était quand même construit sur un îlot insalubre au départ et ça a vraiment généré quelque chose, une vie très particulière auquel déjà les gens sont attachés. Paris Habitat écoute quand même beaucoup ses locataires et les locataires avaient quand même beaucoup de choses à dire sur le maintien de cette vie à l'intérieur. Et la manière d'avoir relu cet endroit a permis de le remettre en valeur, je pense. De revoir ce qu'on avait fait à l'époque et de remettre ça en valeur en y rajoutant des gens au-dessus et qui peuvent du coup profiter aussi de ce qui est maintenu en vie, en solidarité dans cet endroit. Mais donc la population, elle a apprécié cette démarche de retrouver cette écriture, parce que ça, on pourrait dire que c'est une histoire ici à la Cité de l'Architecture, et ça n'intéresse que les gens, j'allais dire, amateurs d'architecture, ou est-ce qu'au contraire, ils trouvaient qu'il y avait une identité là qu'il fallait retrouver? Parce que c'est une vraie question, ça. Oui, je pense qu'effectivement, ils étaient très soucieux de cette identité. Ils ont l'impression d'appartenir vraiment à un lieu qui est important, qui draine aussi pas mal de populations environnantes. Et il y a tout un historique. Les jeunes qui ont habité là, qui n'y habitent plus, reviennent et se sentent chez eux. Donc c'est un petit peu, oui, il y a tout un historique. Ce sont des familles qui sont là depuis quelquefois 2 ou 3 générations quand même maintenant. Donc ils sont très satisfaits de ce lieu. Et ils étaient effectivement un petit peu inquiets de ce qu'on allait y faire. Mais je pense que bon, il y a bien sûr des difficultés. On pourra aborder après. C'est pas évident de faire une opération pareille en site occupé. Donc avec toutes les difficultés qu'on a pu... Ça, Paris Habitat, ils savent faire parce que avec la Caton Vassal, ils sont allés très loin. Oui. On a enlevé complètement les façades. Les gens étaient au fond du logement et ils voyaient arriver l'extension du logement. Quand vous avez vu le film, c'est assez fantastique. Hein. Mais là, il y a quand même 756 foyers. C'est compliqué avec une grande mixité. Oui, alors il y avait le problème de l'amiante. Donc ça, c'est peut-être des sujets qu'on abordera aussi. C'est ce qui a impliqué d'avoir des logements relais pour reloger les gens le temps des travaux de désamiantage et de reloger aussi le temps de tous les travaux les gens un peu plus fragiles. Donc il y a eu tout un procédé de mise en place d'un pôle de chargé de relogement de Paris Habitat, de gens qui parallèlement au chantier devaient anticiper sur le relogement des gens. Donc c'est vraiment une opération qui est qui n'est pas compliquée en matière de construction, mais qui est compliquée en matière de mise en œuvre, de mise en place de toute... Alors, je ne sais pas si messieurs Dubrul et Léna vivent encore. Dubrul et Léna, je crois que monsieur Léna était décédé il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 ans, donc grand maximum, mais il y avait toujours... au courant de ce projet, vous vous étiez rapproché de lui, j'imagine, pour... Non, malheureusement, on ne s'est pas rapproché d'eux, mais on avait eu quelques échos, effectivement, ils souhaitaient, j'espère qu'ils en seraient contents, ils souhaitaient que l'on préserve effectivement l'architecture, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de retrouver avec justement toutes les archives qu'on a pu avoir. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite pour remercier la Cité de l'Architecture qui nous a aidés pour rechercher des archives. On est allé jusqu'à Provins, dans le fond, pour rechercher le fonds Dubrul et Léna qui était en cours de constitution, je crois. Et donc on a dépioté un peu tout ça après pour essayer de retrouver, reconstituer le site, reconstituer les plans, reconstituer. Voilà. Et c'est là, avec toutes les photos, qu'on a pu se rendre compte un peu des intentions initiales de cette simplicité qu'on a essayé de retrouver. Donc c'était un peu la difficulté de reconstituer tout ce site. Mais voilà, avec les archives, on a réussi à tout remettre. Alors vous avez bien expliqué que le souci de retravailler sur le mail, on voit bien que c'est un... Alors ce qui est assez incroyable, c'est que cette opération, elle s'ouvre dans les années 65, et en fait le mail n'est pas fait. Donc il y a une sorte de vide où il est assez informel. Il est dessiné,
mais vous l'avez bien expliqué, c'est 70. Hein. Il y a un Oui. décalage dans le temps, c'est quand même assez incroyable. Comment ça s'explique ça? Parce que c'est une question de foncier, ça n'appartenait pas aux bailleurs. Si, ça appartenait à l'époque l'office HLM de la ville de Paris, qui a d'ailleurs rétrocédé une partie qui est sur la rue Vergniaud, où il y a une copropriété qui s'est construite parallèlement, mais je pense que ce sont les mêmes architectes qui ont construit ça aussi. Si oui, c'était une opération globale, c'est-à-dire que le bail faisait partie, comme le théâtre qui est sur le site, faisait partie de l'opération générale. Ce qui nous a posé d'ailleurs quelques problèmes dans les travaux, dans la mesure où le foncier s'est modifié. C'est-à-dire que le mail central est devenu Square de la Ville de Paris, le théâtre est une entité affaires culturelles. Donc il a fallu, quand on s'est posé la question des surélévations, de créer en fait des limites foncières, de nouvelles limites foncières. Donc il a fallu définir des servitudes de cours communes avec le mail central, et une servitude d'implantation avec le théâtre, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà, si le théâtre disparaît, il faut bien qu'il puisse reconstruire quelque chose, donc il fallait redéfinir de nouvelles réglementations. Et donc, voilà, donc, il y a tout un travail comme ça. Les concessionnaires, c'est pareil. Si vous voulez, comme c'était une entité, un simple exemple, l'électricité, Enedis, ses limites de propriété, c'est pas autour, c'est à l'intérieur de l'îlot. Donc, quand on a abordé ces problèmes-là, on s'est rendu compte que, ben voilà, où sont les limites de prestation? Non, ça nous appartient, ça nous appartient pas. Donc, c'est assez complexe, si vous voulez. Le fait d'avoir dissocié au cours des décennies ce foncier. Donc là, ça y est, c'est vous qui dessinez. Vous avez conçu tout voilà, donc si vous voulez, nous, on a la surélévation voilà, oui. comme la reconquête de l'espace public. C'était pas le concours initial. Non, le mail est toujours Ville de Paris, oui. Oui. Mais qui le dessine, qui l'a recomposé, parce qu'on a vu un dessin très, très fort. Donc, oui, non, nous, on est intervenu en fait au bout du mail, oui. Voilà, ça voilà. C'est voilà. En fait, c'est la convergence des deux axes en fait qui arrive, que l'on travaille, qui est la place devant le théâtre. Donc c'est un peu ça, si vous voulez aussi offrir quelque chose au théâtre, bien qu'il ait été réhabilité par un autre architecte, un confrère, et aussi travailler cet axe. C'est pour ça que cette rampe paysager permet d'adoucir et de faire converger ces deux axes naturellement, alors qu'il y avait une différence de niveau, enfin d'un niveau entre les deux. Donc c'est tout ce travail-là qu'on a voulu faire parce qu'on voulait vraiment requalifier et traiter l'îlot d'une manière générale. C'était pas à la base le concours, mais on a fait cette proposition-là et Paris Habitat a été très intéressé par cette proposition. Alors parlons de la surélévation. Justement, oui. Vous avez bien expliqué que vous aviez imaginé une structure d'une certaine manière, puis oui. Après discussion et on imagine les appels d'offres et autres, vous êtes arrivé à une autre solution technique. Oui. En fait, au bout du compte, vous êtes contente du résultat ou plutôt de cette option? Oui, le fait de passer d'une étude de structure métallique à une structure bois, oui, c'était pas on en craignait un petit peu d'avoir des surprises sur le dimensionnement. Mais en fait, non. Disons que les structures, les poteaux sont un peu plus encombrants que ne l'aurait été du métal. On a moins de souplesse dans les poutraisons, qu'on aurait pu avoir des poutres alvéolaires. Parce qu'on est quand même dans un bâtiment très contraint à 10 mètres de profondeur, c'est pas très facile. Mais en fait, non. Le résultat, on a vraiment trouvé la solution en structure bois qui nous convient bien. Il y a pas... C'est pas... Voilà, après, on a travaillé surtout aussi sur le crénelage et le fait de ne pas avoir quelque chose de trop homogène, parce que c'est vraiment, on a 150 mètres de linéaire de façade dans l'existant, donc on voulait un petit peu adoucir les surélévations, le crénelage des surélévations. Puis par rapport au métro aussi, c'est quelque chose qu'on voit en passant en vitesse. Voilà, et puis travailler sur des matériaux pérennes, des matériaux, on ne voulait pas quelque chose de trop ostentatoire, donc vraiment on a travaillé le bois effectivement quand même en retour de terrasse, un peu comme des failles, comme si on faisait on sculptait ça, et puis du zinc qu'on a travaillé en petite cassette avec un rythme un peu aléatoire. Et les huisseries?
Parce que les huisseries des années 60, elles étaient connues pour leur finesse. Alors, comment vous êtes arrivé, parce que vous avez parlé d'écriture, donc comment vous arrivez à transposer cette idée de finesse aujourd'hui et comment vous avez réussi à éviter le PVC dans ces épaisseurs? Écoutez, on n'a pas évité le PVC. Alors, non, vous l'avez maîtrisé. On a essayé. Alors, si vous voulez, le fait de passer effectivement en coulissant, on a trouvé une marque qui est connue, hein, qui fait des coulissants en PVC, qui ont des sections très fines, on a 5 cm, donc voilà. Mais on n'a pas ça partout. On a ça donc dans les bâtiments réhabilités. Bon, malheureusement, sur une opération comme ça, c'est quand même une grosse décision lourde, le choix des menuiseries, hein, c'est quand même des coûts importants. Donc malheureusement, on est en PVC partout, même en surélévation. Là, c'est un peu moins satisfaisant pour nous. On aurait aimé, on avait fait un peu le forcing vis-à-vis du maître d'ouvrage, puis on a eu du mal, on n'a pas pu avoir du métal ou du bois. Voilà, mais ça c'est notre grand regret, mais un de nos grands regrets. Alors, nous sommes en streaming, c'est-à-dire que les gens par Internet nous suivent et nous envoient des questions. Et il y a, bon, c'est un futur architecte, hein, étudiant en architecture, qui demande en fait le prix par rapport à une démolition-reconstruction. Est-ce que, donc évidemment, ce diagnostic avait dû être fait par Paris Habitat, exactement comme sur la tour Bois-le-Prêtre. Mais là, bon, en plus 756 logements, on n'allait pas, j'imagine, même cette option-là de la démolition n'avait même pas été imaginée. Mais c'est pour lui répondre, est-ce qu'on sait ce que la différence entre la surélévation avec telle que vous l'avez faite et la maîtrise de l'opération par rapport à une démolition-reconstruction, est-ce qu'on a ces chiffres? On est moins cher qu'une construction, oui. Oui, beaucoup. Pourquoi vous voulez des chiffres? Je ne sais pas si je peux... Quand vous dites moins cher, c'est de quel ordre? Est-ce qu'on peut donner des proportions? Peut-être que monsieur... En tout cas, pour mon projet, je pourrais vous répondre à cette question. Ah, super. Oui. Donc, on va faire comme ça. On va faire comme ça. En tout cas, vous, en tant qu'architecte, vous pouvez dire que déjà, ce genre d'opération, c'est moins cher. C'est ça que... Celle-là, en l'occurrence, oui. Oui. Je ne pourrais pas me prononcer pour d'autres, mais oui, on est moins cher qu'une construction neuve, bien sûr, oui. Oui. Très bien. Bah, on va changer, on va rester dans le quartier. On reviendra à cette grande opération et puis le public va vous poser des questions, ne vous inquiétez pas. Allons dans le 13e un peu plus loin, donc du côté de la fac, là au pied de ce grand bâtiment très emblématique d'André Parra. Il y a cette opération très sociale, puisqu'il s'agit d'un foyer. Un foyer Coelia, oui. On va échanger, il y a des films. On échange, il y a des films. Voilà. C'est comme au théâtre. Hein, Pardon, excusez-moi, je passe devant. Attends, je vais monter le Alors, on met en diaporama. Voilà. Oui. Et là, ça marche? Oui, ça marche bien. Donc, oui, tu parlais tout à l'heure de mes compétences de charpentière. Ben, j'en suis fière parce que j'ai vraiment eu mon CAP en 1987 et la preuve en est, c'est que j'ai construit mon atelier en bois à Paris. Hein, le voilà. Donc, je suis arrivée sur le marché du bois sur cette opération en ayant déjà une connaissance, mais en n'ayant jamais quasiment eu l'occasion de le pratiquer puisque c'était pas très développé en France. Hein. Même avant 2010, quand on a commencé les études, c'était compliqué. Donc on est dans une zone de Tours. C'est vrai qu'on n'est pas loin de votre projet. Je ne sais pas si vous étiez fondé sur carrière, mais enfin, le 13e arrondissement, c'est un gruyère. Il y a des carrières absolument partout. C'était le cas du bâtiment, du bâtiment qui se trouve ici, qui a été surélevé. Donc il n'était pas question d'alourdir les fondations pour des raisons financières. De toute façon, ça aurait été absolument impossible. Alors, on avait le choix, soit un niveau béton supplémentaire, soit du bois. Mais on ne savait pas combien de niveaux. Alors, l'idée, c'est qu'on est dans une zone, on est à côté de la fac de Tolbiac, donc on peut monter très très haut, puisqu'on est dans une zone où le PLU nous l'autorise.
Donc la question du bois s'est posée, donc le maître d'ouvrage, on en a discuté, et quand elle s'est posée, j'ai pas trouvé d'ingénieur en France avant 2010 pour me calculer, me donner une frange, un blanc-seing pour construire 1, 2, 3 niveaux. Alors j'ai été voir un vieil ingénieur spécialisé dans les années 70 qui avait un peu décomplexé, qui m'a fait un calcul à la main et qui m'a dit tu peux monter à 3 niveaux, mais alors c'est très limite, très limite. Donc évidemment, moi j'aime les challenges, donc on a foncé. Et donc j'ai après évidemment refait calculer un bureau d'études avec ces logiciels, et effectivement, et ça s'est avéré limite, mais possible. Alors pourquoi? Parce que le bois c'est 400 km3, le béton c'est beaucoup plus. Donc c'est très simple, il fallait que tout soit en bois, sauf les noyaux pour contreventer. Voilà. Voilà le bâtiment, les 2 bâtiments existants. Alors, je suis toujours très attachée, ayant un père architecte un peu connu, mais aussi attachée à la loi de 77 que j'enseigne, au code des devoirs professionnels, à la propriété intellectuelle. Donc, je suis tout de suite allée voir le concept. D'où ma question tout à l'heure par rapport aux ayants droit. C'est important parce que à chaque fois qu'on les contacte, finalement, c'est que des super expériences. Il n'y a jamais de blocage. Il n'y a jamais de blocage. Donc là, il se trouve que je l'ai eu au téléphone, il s'appelle Jean Putati, et je vois venir chez moi, parce que j'étais gênée qu'il vienne, mais bon, un vieux monsieur avec une canne qui me dit, écoute, c'est pas la plus belle opération que j'ai faite, c'est vraiment super moche, alors qu'est-ce que tu proposes? Alors bon, j'ai discuté avec lui d'architecture, ça a été très intéressant. Et je voudrais revenir aussi sur ce que vous disiez toutes les deux, parce que la réhabilitation et la surélévation en particulier, c'est ça, c'est très important parce que c'est aussi une leçon de modestie. C'est-à-dire que, et c'est un peu la leçon générale qu'on peut tirer, à mon sens, de l'architecture, c'est que soit l'architecte s'inscrit dans l'histoire de l'architecture, soit il déroge par une production spectaculaire ou extravagante, très à la mode aujourd'hui, et il déroge à l'histoire, et ces productions sont dépendantes des effets de mode, mais qui ne durent pas. Et après, l'histoire reprend son cours. Donc là, le parti architectural, c'est en concertation avec le concepteur d'origine, de continuer l'histoire dans une écriture contemporaine. Alors, je vais développer un peu le volet administratif qui fera le pendant de votre volet très, très détaillé sur le plan technique. On a commencé avant 2010, c'est donc pas du tout à la mode, avec un promoteur un maître d'ouvrage qui était frileux sur le bois à juste titre. Ça reste très, très judicieux de faire attention à ça. Donc, il y a eu beaucoup de démarches administratives. D'abord, il fallait l'appui de la mairie, parce que faire du bois à Paris, c'était pas très courant. Et donc, Jérôme Coumet, pour ça que je mets le petit Jérôme Coumet, je suis allée à la mairie lui faire une petite conférence pour lui parler du bois, l'histoire du bois, et il a écrit ce très beau texte. On voit rien, mais tout ça pour dire qu'il était à fond pour ça, et il a donné l'autorisation de faire un bâtiment entièrement en bois. Après, pour rassurer mon maître d'ouvrage, je lui ai fait une charte d'entretien. Le directeur m'avait dit, Madame Schweitzer, quand je serai à la retraite, qu'est-ce que je dis à mon successeur? Comment j'entretiens dans 20 ans le bâtiment? Alors, j'ai imaginé la grue du futur, j'ai préconisé, je me suis renseignée, et donc je lui ai donné des préconisations de relasurage, etc. Ça, c'était le volet technique. Ensuite, construire en bois, c'était compliqué parce que c'était interdit par la 3e famille B, les règlements d'incendie, interdit de créer des façades apparentes en bois, du bardage en bois. Donc, demande de dérogation, 1, 2, 3, avec certaines refusées. Donc, gros travail administratif, il faut aller chercher un bureau de contrôle avec lequel on va créer des ATEX, détourner les lois, voir les pompiers, avoir leur accord. Enfin, on a inventé de l'administratif parce que le bois en France étant peu développé et la filière est encore a du mal à s'implanter, les normes ne suivent pas du tout. Alors pour revenir à l'histoire du bâtiment, la couture, le bâtiment, il a dû être conçu parce qu'on a rallongé donc les escaliers et on a créé des ascenseurs qui faisaient le contreventement de la surélévation.
Mais comme on était en site occupé, il fallait garder les escaliers d'origine. Donc le concept architectural même devait tourner autour de cette histoire et donc repousser les chambres vers la périphérie. Alors là, on voit qu'on commence à triturer à l'intérieur, créer les nouveaux escaliers, mais laisser à la disposition des gens les escaliers existants. Donc c'est là la leçon d'intelligence et de modestie que nous apportent les surélévations. Donc on voit très bien que comme on est en site occupé, on a dû laisser en marche les extracteurs pour que les gens respirent, les VMC devaient continuer à fonctionner et nous, on devait tourner autour. Voilà. Donc, mais c'est l'avantage du bois, c'est qu'il est conçu en atelier, il est pensé entièrement et quand il arrive, c'est du mécano, il est posé très rapidement puisqu'un plateau de 400 mètres carrés, c'est-à-dire le plateau d'un des deux plots, est monté en une semaine avec une grue télescopique. Voilà. Alors, l'avantage aussi de cette surélévation, c'est que, comme le site est occupé, on a pu créer des logements neufs en étage, dans la surélévation, et on a relogé les gens pour réhabiliter ce qui se passe en dessous. Voilà. Donc, comme c'était livré tout fait, on a pu travailler comme ça. Alors, au niveau des économies, c'est compliqué parce qu'on était avec un major, puisque un grand groupe français d'entrepreneurs, Brésillon, l'appel d'offres, beaucoup avaient répondu parce qu'à ces niveaux de montant de travaux, évidemment, ce sont des gros qui répondent, mais on avait organisé, parce que je savais que le bois, c'était quand même un savoir-faire qu'ignorent les entreprises, qu'ignoraient, maintenant elles commencent à s'y mettre, une co-traitance, c'est-à-dire qu'on autorisait un homme de l'art du bois à faire co-traitance avec l'entreprise future désignée. Ce qui fait qu'on a reçu des gens compétents, et donc là c'est l'entreprise Liftim qui a été désignée pour faire la surélévation de manière totale, sous le contrôle de Brésillon. Alors évidemment, dans les CCTP bois, tout est détaillé, mais dans les CCTP généraux comme on avait, rien n'était détaillé. Et donc, par exemple, moi je savais très bien que cette dalle s'appelle la dalle opportune, qui est brevetée, qui était inventée par donc, son créateur Jean-Luc Santos, qui a construit le bâtiment. Elle est écologique, elle n'a pas une goutte de colle. Elle est coupe-feu 1h30, c'est-à-dire qu'en troisième famille B, elle peut être apparente, truc incroyable. Et en même temps, moi, je savais que dans le descriptif, il y avait des faux plafonds partout. Mais je savais qu'elle était jolie, cette dalle. Alors, pendant le chantier, quand elle est arrivée, le maître d'ouvrage a suivi encore une fois et il m'a dit, on peut laisser apparence, ce qui est formidable pour les chambres, puisque ça donne une sorte de chaleur, et même dans les couloirs. Et on a assumé de faire passer les réseaux apparents. Voilà, donc... là, on est dans le projet pur écologique parce qu'une dalle qui est clouée, pas une goutte de colle, qui est apparente, recto-verso, elle a le même aspect, qui est acoustique, c'est formidable. C'est des planchers qui font à peu près 24 cm seulement. Voilà. Donc ça, c'était intéressant de pouvoir faire ça. Je vais parce que je dois aller rapidement. Donc la mise en œuvre du bois. Donc, le bois supporte un milieu constant. Ça veut dire que sur les façades, il faut que la pluie balaye uniformément tout ce qui s'y trouve. D'où l'intérêt d'avoir des menuiseries au nu extérieur, les lambrequins recouvrant les volets roulants, et de laisser glisser l'eau absolument sur toute la façade. Alors là aussi, on est dans des détails techniques qui ne sont pas accordés par les bureaux de contrôle. Mais on y vient. Voilà un détail de menuiserie où on voit que tout est affleurant. Donc on est là sur du sur-mesure absolu. C'est-à-dire que même si les profilés des menuiseries sont venus fabriquer, ils étaient quand même mis en œuvre de manière totalement inventée pour le projet. Tous ces détails-là sont faits c'est dans les règles de l'art du charpentier, justement. Voilà. Donc ce que ça donne, on a dû aussi créer une maison médicalisée parce que c'est une population en souffrance, avec beaucoup de gens malades qui n'ont pas leur place ici, mais qui n'ont pas leur place ailleurs non plus, comme le dit le maire. Donc on a créé un accès à cette maison au rez-de-chaussée, galerie bois.
Et enfin, voilà. Alors donc, on voit un peu toute l'histoire. Je passe un peu vite pour pas être trop longue. L'histoire du projet qui se monte, le plateau de 400 mètres carrés qui se monte en une semaine, l'autre, etc. Et puis la fin, l'aspect final, qui nous donne à peu près ça. Dans une écriture contemporaine qui a donc plu au concepteur d'origine et qui, je dois dire, a vu le jour grâce à Domaxis qui a tenté sur une si grosse opération une expérience sur laquelle elle était frileuse et qui a donné son blanc-seing pour le concepteur avec une confiance absolue. Alors évidemment, c'est une réussite quand le maître d'ouvrage fait confiance, qu'il y croit tellement qu'il n'a même pas voulu lazurer la façade et que maintenant, quand elle grise et qu'on dit oh, ça a l'air un peu pourri, un peu sale, en fait, c'est quand on n'y connaît rien, parce qu'en fait, c'est pas du tout pourri, c'est normal, le bois vit. Maintenant, quand on dit il faudrait peut-être le lazurer pour que ce soit beau, il dit ah non, c'est le bois, c'est magnifique, il faut le laisser vivre, etc. Voilà. Alors, je termine pour vous dire que là, on est monté donc à R+7 et que prochainement, nous monterons un R+14 au Havre avec la tour Signal qu'on est en train de faire aussi avec la même entreprise. Voilà. Merci. Merci Marie. Monsieur Carmier, vous êtes un converti, alors finalement, vous êtes le bois, vous ne jurez plus que par le bois. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, on était convaincus de la structure bois sur cet établissement, un peu plus frileux sur les parties bois exposées aux intempéries. C'est vraiment ça notre sujet. Si je reviens à votre première question du coût économique, là, nous étions sur un établissement qui comptait 180 chambres. C'était des chambres avec des cuisines collectives. Et nous avons abouti à 256 studios. Donc en gros, on a réalisé 30% de plus en neuf, on va dire. Si je vous donne quelques ratios, le coût de la réhabilitation, c'est en gros 1 600 € hors taxe mètre carré utile. Et le coût de la surélévation, c'est pas loin de 2 200 € hors taxe mètre carré utile. On est sur un foyer, donc la transformation utile habitable est assez lourde. On doit arriver en habitable à 2800, 2900, mais parce qu'on est sur du studio. Hein. Si nous étions sur du logement familial, ça serait sans doute un peu moins cher. Donc, en résumé, je pense que c'est quand même moins cher qu'une démolition-reconstruction, parce que la part de surélévation n'est pas si importante par rapport à l'ensemble. Mais la surélévation coûte. Il ne faut pas se le cacher. Alors nous, on est friands de ça, parce que c'est un moyen de faire avec un foncier déjà maîtrisé. Donc on essaye de renouveler cette expérience sur Paris, bien sûr, et la ville est très favorable. Mais c'est quelque chose qui ne peut se faire que dans les sites très contraints en termes de foncier. Donc, la structure bois, c'est une réussite. C'est vrai que c'est ce qui nous a permis de monter ces 3 niveaux supplémentaires. On n'aurait pas pu faire autrement sans reprendre en sous-œuvre, et on souhaitait surtout pas reprendre en sous-œuvre. Après, c'est vrai que moi, ma volonté personnelle, je dis à partir du moment où on fait du bois, on fait du bois. On fait du bois et on ne va pas faire de la lasure qu'on sera tenu de revenir entretenir avant 10 ans. On est là, nous, bailleurs sociaux, avec un programme de travaux qui doit être compatible avec les loyers que l'on pratique. Et donc, on fait du durable. On revient à entretenir, à ravaler dans 15 ans, 20 ans. Donc, si vous repassez sur ce foyer aujourd'hui, vous verrez que c'est une couleur très hétérogène, qui dépend des orientations. C'est le bois qui se patine. Donc il y a en effet des personnes qui nous disent c'est pas terrible, il faudrait le reprendre, mais ce n'est que le bois qui se patine, c'est pas grand chose. Et le jour où on ramènera le Karcher pour faire, on retrouvera la couleur d'origine. On est par contre
on a réalisé des passerelles, hein, on a vu sur les photos d'accès avec des plattelages bois. Et ça, après 4 ans de vie, ça ne vit pas si bien que ça. C'est une passerelle de structure métallique, mais avec un platelage bois. Et c'est vrai que le gestionnaire, hein, nous sommes bailleurs, on va, entre guillemets investisseurs. Le gestionnaire s'appelle Coalia, c'est lui qui gère au quotidien cet établissement. Et il me dit qu'après 4 ans, il a des difficultés de tenue de sa passerelle bois, qui elle est exposée au passage, exposée aux intempéries. Sinon, qu'est-ce que je peux vous... En retour, sur le chantier lui-même. Alors c'est vrai que la surélévation s'est faite assez vite. Hein, comme l'a dit Marie Schweitzer, la structure elle-même, c'est assez impressionnant. Je crois en 1 mois, on avait monté l'enveloppe des 70 logements créés. Il me semble que ça demande énormément de préparation. On a eu quand même une structure qui avec des poutres ensuite posées qu'on ne peut plus faire vraiment varier. Et l'anticipation des gaines techniques n'avait pas été mesurée à sa hauteur, il me semble. Et donc, il y a eu des adaptations de gaines qui, évidemment, devaient plomber à celles existantes. Et donc, il y a eu quelques suggestions de réalisation parce que l'anticipation n'avait pas été... La synthèse n'avait pas été parfaite. Alors, peut-être que quand on fera ça en BIM, on aura réglé le sujet, mais ce n'était pas le cas pour le moment. Donc, il y a eu quand même quelques ajustements. On a eu aussi quelques sujets en termes d'étanchéité à l'air entre studios. Parce que la dalle opportune nervurée que vous voyez, finalement ramenée sur la cloison entre chambres, entre studios, pose des difficultés pour la pose du joint dans la pratique. Et donc, quand vous faites votre dépression de chambre, vous avez une aspiration par le studio d'à côté, et ce qui fait que les résultats n'étaient pas à la hauteur au début. Ça peut être repris. La dalle opportune, en fait, visible de tous, c'est un succès. Hein. C'est vrai que ça plaît. En prudence quand même, je crois que Madame Schweitzer, on a quand même mis un faux plafond dans la salle humide. Hein. J'étais pas tout à fait convaincu qu'on pouvait la laisser apparente dans la salle d'eau. Le port de Copenhague est construit en bois, hein, mais on peut toujours... Bon. On peut faire des douches en bois, mais effectivement, là, c'était peut-être plus raisonnable. On ne sait jamais. On ne sait jamais, donc on a préféré quand même mettre le faux plafond salle d'eau. C'est une réussite. Est-ce qu'on peut parler là d'une opération pionnière par rapport à toutes les questions réglementaires et autres? Puisqu'on a bien entendu, les ATEX ont été déposés pour Alors ce maintenant, projet. on peut faire du bardage bois en 3e famille B, par exemple. Ça, c'est autorisé. On peut plaquer les bavettes sur le bois pour éviter qu'elles débordent, même si le DTU n'est pas encore modifié. Il y a des choses qui vont évoluer, mais ça évolue lentement. Parce que c'est tout un savoir-faire que la filière française n'arrive pas à installer. On le voit bien, aujourd'hui, il y a énormément de projets bois, mais on n'est pas encore... C'est toujours... Et tout, en général, les problèmes qu'on rencontre, dont parlait M. Carmier, c'est du défaut de mise en œuvre. Ce n'est pas du défaut du matériau lui-même. Hein, les Finlandais, les Nordiques, ils savent parfaitement mettre en œuvre. Tout est en bois chez eux, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, c'était même difficile parfois avec Brésillon pour les mises en œuvre, l'anticipation des choses. Je voudrais dire quand même, peut-être je change de sujet, mais que ce projet absorbe 500 tonnes de CO2. Donc il est très écologique. On a fait le calcul avec l'ingénieur bois. Voilà. Donc le bois absorbe, 1 mètre cube de bois absorbe entre 800 kg et 1 tonne de CO2. On voit aujourd'hui quand même que, sortant de la simple question de la réhabilitation, que la structure bois, maintenant, des tours en bois, j'allais dire que c'est presque banal, au sens où vous avez suivi tous les grands projets sur Réinventer Paris et autres, les 3/4 des structures sont en bois, on voit qu'à Bordeaux, par exemple, des tours à côté de la gare sont en bois. On pourrait faire une longue liste de choses comme ça. Récemment, ici, autour de ce même plateau, il y avait les gens de Woodeum qui nous montraient à quel point ils développaient des projets très très importants
à des grandes échelles. Donc on voit bien que là, il s'est passé quelque chose là depuis cette histoire. Non, comment tu vis ça, toi, dans ton histoire particulière? Je le vis bien, je trouve ça formidable, mais ça ne m'étonne pas depuis le début. Enfin, regardons le Japon et les pagodes. Elles montent à 11, 12, 13 niveaux. Aujourd'hui, en France, on a du mal à atteindre les 14 étages bois. Hein. La tour, par exemple, de Masséna, là, elle a 3 niveaux de béton, donc elle fait 17 étages. Mais les 3 premiers sont donc au-delà de 14. Mais enfin, en l'an 700, à Nara, on faisait déjà ça. Donc le bois, c'est aussi une culture, parce que c'est nos origines. C'est l'origine de l'homme, le premier matériau des vivants, c'est le bois. Et tout le savoir-faire des anciens sourit et nourrit nos projets. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le bois va nous surprendre. Alors, on a encore des problèmes avec les tours pour les contreventements, parce que le principe du bois, c'est qu'il est léger, très bien, mais c'est antinomique avec le principe de la tour, qui doit être lourde pour résister aux portées de vent au dernier niveau. Donc, il y a un vrai savoir-faire qui va se retrouver. Et c'est pas vraiment dans les écoles d'ingénieurs de bois qu'on les apprend, c'est 10 ans d'expérience, c'est des recherches, aller voir et observer les bâtiments extraordinaires qu'il y a sur cette planète en bois pour s'en inspirer, regarder les détails et les retranscrire dans des écritures contemporaines. Moi, je suis ravie que ça pleuve dans tous les sens, mais encore une fois, si on ne sait pas le contrôler, le maîtriser, c'est la catastrophe. Là, pour le coup, il y a danger. On va peut-être ouvrir les questions à la salle, parce que j'imagine qu'ils ont beaucoup de questions à vous poser sur techniques sociales, hein, puisque évidemment ce projet quand même est tout à fait emblématique aussi d'une politique sociale. Qui voudrait commencer ou interroger nos architectes, notre maître d'ouvrage sur cette question, ces questions? Ah, monsieur? Bonjour, bonsoir. C'est assez intéressant ce que vous dites effectivement sur la construction bois en tant que telle. Vous citiez comme exemple des temples japonais, par exemple. Moi aussi, quand je suis allé au Japon, j'ai été assez stupéfait par ces constructions bois qu'on voit très peu en France. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de constructions bois qui étaient régulièrement reconstruites totalement. Il y a beaucoup de temples japonais qui sont refaits à l'identique tous les 20 ou 30 ans. Donc je pense que c'est une question qui effectivement déstabilise beaucoup aujourd'hui en France, savoir qu'est-ce qu'on construit en bois, pourquoi on construit en bois. Et votre exemple est très bon parce qu'il montre que la seule solution était de construire en bois. C'est d'autant plus important. On est dans une ville, Paris, il y a une certaine histoire aussi. C'est vrai que ce n'est pas une ville construite en bois. Et j'ai peut-être une question justement. Imaginez-vous peut-être la ville de Paris dans 20, 30 ou 40 ans surélevée en bois. Oui, sûrement. Peut-être que c'est vraiment par ce moyen que le bois pourra s'intégrer réellement dans notre ville actuelle. Alors, vous avez raison, mais je me l'imagine très bien dans la mesure, on m'entend là, où c'était le cas avant 1900, une maison sur 2 en France était en bois. Donc on retrouverait juste l'origine du matériau qui a été perdu pendant les 2 guerres. Là, je ne développe pas l'histoire. Sur le Japon, s'ils démolissent et qu'ils reconstruisent, c'est pour transmettre le savoir des charpentiers. Je pense que vous faites allusion au temple d'Issé qui est reconstruit tous les 20 ans à l'identique, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, il n'y a pas de tradition écrite, à part une pseudo-bible en l'an 700 qui s'appelle le Koji. Mais sinon, il n'y a que des traditions orales, il n'y a pas d'écriture au Japon. Donc on transmet, les charpentiers se transmettent par ce biais-là, par des grands chantiers, et tous les 20 ans, on reconstruit pour transmettre, mais aussi, ils ont la culture de la déconstruction. Les Japonais, ils n'ont pas de complexe. Des choses très belles comme le bâtiment de Tadao Ando
à Kyoto qui était tant prisé parce que c'était un salon de thé en béton qui s'appelait Mon Petit Chou. Moi, j'y suis retournée l'année dernière. Il avait disparu, mais sans aucun complexe, alors qu'il était somptueux. Voilà. Alors, mais en même temps, alors c'est là le génie du Japon, parce qu'il y a tous les cas de figure. Le plus vieux temple en bois au monde date de l'an 700 et il est à Nara. Voilà. Donc, il y a tout. Et effectivement, je m'imagine très bien Paris surélevé en bois, absolument, dans toutes les dents creuses allures. C'est ça qu'on dit, la loi allure. Ouais. Alors, évidemment, tous ces projets qui se développent partout, dans toutes les grandes métropoles françaises et à Paris, bien sûr. Là, une question, mais d'où vient le bois? Parce que la dernière fois, quand on avait parlé du bois autour de ce plateau, il y avait un vrai problème de filière par rapport à ces questions. Est-ce que, là, par exemple, le bois, chez vous, là, est-ce qu'il est... Il vient des forêts françaises. Alors, ou c'est... Il vient des forêts françaises, sauf le mélèze qui vient de Russie. Pour des questions... Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de mélèze? On a du mauvais mélèze et en plus, il n'a pas d'avis technique pour être par flamme comme il le faut, parce qu'il fait que 20 mm et il n'est pas débité en 22 mm et on l'a trouvé en Russie malheureusement. Mais la filière n'est pas développée, donc c'est vraiment la preuve qu'il y a des scieries formidables. Mais le problème des scieries et des constructeurs bois, des charpentiers, en France, c'est qu'ils sont encore en concurrence. Alors que dans les filières autrichiennes, suisses, allemandes, ce sont des grandes fédérations qui ne sont pas en concurrence. Il y a assez de bois pour tout le monde dans ces pays-là, donc, et surtout en France. Et vous savez d'où vient votre bois? Je pense que les charpents de bois viennent des Vosges. Ah. Quant au mélèze des façades, je ne saurais pas vous dire. De Russie, sûrement. De France aussi, oui. De France aussi, oui. Les lames sont très rapprochés, c'est de Russie et des pays du Nord parce qu'il y fait froid. Oui, donc voilà, c'est confirmé. Personne qui suit le chantier. Alors maintenant, il y a des constructeurs bois, c'est très important. La question de l'économie, moi je reviens à ce que disait Alvar Aalto, la qualité architecturale, c'est aussi la question de l'économie du projet. Pour faire des économies, certains constructeurs bois nous donnent des bois qui poussent en montagne, mais très bas. Or, les meilleurs bois sont ceux qui poussent beaucoup plus haut. Je l'ai appris il y a peu de temps, et pour des mêmes essences. Ils sont plus denses, ils sont plus résistants. Donc nous, charpentiers, enfin architectes bois, on devrait aller se fournir et aller voir les fournitures. Ça fait partie du travail de l'architecte qui fait du bois, je pense. Autre question? Monsieur? Bonsoir. Alors moi, j'avais une question qui n'a rien à voir avec le bois. Vous avez dit tout à l'heure que la surélévation, ça coûte. Bon, c'est une évidence. Quand on construit, de toute façon, ça coûte. C'est jamais gratuit. Est-ce que vous avez fait le calcul économique du projet par rapport au fait, par rapport à une approche beaucoup plus classique, on reloge tout le monde, on détruit tout, on refait tout et on ramène tout le monde? Alors, j'ai pas eu l'opportunité de faire ça parce qu'il était très compliqué de pouvoir reloger tout le monde. Mais a posteriori, comme je le disais en début de mon introduction, je pense que on aurait été quand même un peu plus cher que ce qui est là. On avait aussi une contrainte, c'est pas véritablement une contrainte, mais une organisation de chantier par l'occupation, puisque ce sont un foyer en fait, une résidence sociale, avec une certaine rotation et avec des gens qu'on peut plus facilement déplacer d'un studio à l'autre. Et ainsi, on a pu travailler par empilement, ce qui aurait peut-être été plus compliqué en organisation pour du logement familial. D'ailleurs, nous, on n'a pas encore l'expérience de la surélévation en logement familial. Hein. Quelque chose qui me paraît encore plus compliqué. Donc, dans le cas présent, compte tenu de la difficulté de reloger tout le monde et en même temps de la possibilité de les déplacer sur le foyer,
on n'a pas cherché à faire autrement. Et puis, on souhaitait aussi expérimenter la surélévation parce qu'on pense que c'est aussi un gisement de développement sur Paris. Donc la densification de la ville, en fait, c'est ça le sujet. Hein. Moi, je suis architecte conseil de l'État et la question de la densification de la ville, mais la densification contrôlée vraiment à l'ordre du jour pour recevoir les 11 millions d'habitants qu'on aura à l'horizon 2050. Donc, densifier, contrôler, mais densifier, il ne faut pas avoir peur de ça. Pour éviter l'émiettement, c'est fini. Maintenant, on revalorise il y a une grande politique nationale de revalorisation des centres-bourgs qui est très importante et qui est énormément suivie, en particulier en Bretagne, où on densifie, on surélève, on travaille au sein de la ville pour la contrôler, mais la rendre conviviale, mais dans moins d'espace finalement. Bonjour, je suis étudiante en architecture et en voyant ces photos, je me posais la question de est-ce qu'il y avait une réflexion sur la durée de vie de votre bâtiment? Est-ce qu'il y avait comme c'est des surélévations, comme on voit la tour Le Bois-le Prêtre aujourd'hui, on voit que finalement les surélévations, c'est des choses qui arrivent sur des bâtiments. Est-ce que vous avez imaginé que vos deux surélévations pouvaient un jour peut-être être quand la construction bois sera encore plus développée et peut-être plus performante, pourra peut-être être enlevée et quelque chose qui pourrait se pluguer, mais d'encore plus grand et pour permettre encore plus de densité. Alors, nous, on a supposé que la durée de ce bâtiment serait celle d'un bâtiment neuf. Puisque si je vous parle un tout petit peu juridique sur le montage, on était sur un bail amphithéotique avec la ville de Paris qu'on a prolongé pour emprunter avec des emprunts qui durent sur 50 ans. Donc comme on le fait sur le neuf. Donc on est vraiment dans une perspective de bâtiment durable. Nous sommes convaincus que cette structure-là durera, un peu comme les charpentes qu'on a dans les vieilles maisons, elles durent. Ce qui nous inquiète le plus, je le répète, c'est le bois exposé aux intempéries. Et là, c'est un pari. J'espère qu'on ne reviendra pas dans 15 ans, 20 ans ou 30 ans à devoir refaire des façades, autrement qu'un ravalement. Je tiens à le dire parce qu'on a quand même une expérience. La construction bois, ce n'est pas malgré tout nouveau, hein, comme le disait Marie Schweitzer, mais on a eu de mauvaises expériences sur notre patrimoine. Jamais sur les structures, mais sur les parements, sur les façades. Et on a aujourd'hui 40 maisons qui se trouvent à Conflans-Sainte-Honorine qui ont été construites en 84, des maisons en bois, et qu'on est tenu de démolir parce que le bois était de mauvaise qualité, semble-t-il. C'est pas vraiment une question sur... Je comprends tout à fait la fiabilité de votre matériau et j'en doute pas du tout, mais c'était plus que, en fait, sur une sorte de stratification de l'histoire où finalement la surélévation, c'est on rajoute une histoire à un bâtiment qui ont à peu près 40 ans aujourd'hui, et on peut imaginer que votre bâtiment il continue à évoluer et justement, si vous aviez eu dans cette pensée-là que, par exemple, vous êtes une deuxième part du gâteau, est-ce qu'il y a une pensée sur une dernière couche? En fait, alors tout d'abord, vous avez entendu, en termes de charge, on est au maximum. Ça veut dire qu'il faudrait déconstruire, venir ramener une structure encore plus légère pour nous permettre de reconstruire encore d'autres étages au-dessus. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais on est vraiment à la limite de la reprise en sous-œuvre. Donc dans cette perspective-là, on se dit que les mètres carrés qui sont là, ce sont ceux qui resteront. On va avoir du mal à aller plus loin, sauf à venir déconstruire, reconstruire. Mais c'est financé sur 50 ans, cette affaire. Donc, comme si c'était du neuf. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre affaire, mais votre question. Monsieur ? Merci. Bonjour, c'est peut-être un point de détail, mais sur les circulations verticales dans les deux projets que vous ajoutez, je voulais savoir si en fait c'était lié
au fait que les travaux soient en site occupé, donc il ne fallait pas gêner les circulations verticales pour l'existant, ou alors si c'était qu'elles étaient sous-dimensionnées du coup avec la surélévation. Ouais, très bonne question. Non, non, dans notre cas, elles n'étaient pas sous-dimensionnées. C'est vrai qu'on a rajouté 70 chambres, donc de la population supplémentaire. C'était vraiment parce qu'on était en site occupé et qu'on ne savait pas comment faire autrement. Mais on a récupéré le vieil escalier pour en faire des surfaces habitables. Par ailleurs, si on n'avait pas eu ce problème d'occupation, on aurait rallongé l'escalier par au-dessus, sans aucun problème. Ça, c'est un truc très simple à faire. Et vous, dans votre immense opération? Dans notre projet, la configuration des plots, en fait, des plots de cage d'escalier, dans l'existant permettait de les surélever, de les continuer en fait en surélévation, bien que on les a légèrement dévoyés pour pouvoir les encloisonner, pour pouvoir créer un palier en fait. Parce qu'aujourd'hui, dans l'existant, il n'y a pas de clôture de la cage d'escalier. Donc on les dévoyait légèrement pour pouvoir les encloisonner dans les 2 niveaux créés. Et ce qui permet d'ailleurs nous a permis de faire un vide technique qui permet d'absorber aussi au niveau acoustique. C'est intéressant pour les travaux parce que les locataires en place qui étaient très très inquiets ont été vite rassurés parce que ça faisait une espèce d'amortisseur en fait acoustique. Et ça nous a permis de dévoyer quelques chutes pour pouvoir venir se récupérer dans les chutes existantes en dessous sans intervenir dans les appartements, sauf au dernier niveau où quelquefois il y a mais de très très légères interventions. Donc la configuration permet, oui, parce que l'escalier en fait était contre la façade, bien orienté, donc ça permettait de le surélever très facilement. Et justement, sa configuration permet de greffer les ascenseurs le long, qui permettent donc les ascenseurs vitrés, donc ça permet d'éclairer en même temps les paliers d'escalier qui n'étaient pas. Et voilà, le seul sujet qu'on a eu, c'est le problème des cuves d'ascenseurs sur le parking en copropriété. Ça a été une vraie difficulté de négociation, surtout parce que l'aspect technique, on l'avait. C'est relativement simple maintenant, bien que la réglementation ait changé récemment, on peut quand même avoir des cuves d'ascenseurs réduites. Mais il fallait rester dans l'encombrement du complexe de plancher caissonné, maçonné du parking, pour ne pas empiéter sur leur volume. Et malgré ça, il a quand même fallu vérifier les structures existantes du parking, sur lesquelles on venait quand même se greffer en supportage. Donc voilà, donc c'était là une des difficultés, parce qu'on est quand même sur une opération qui est sur des parkings, 2 niveaux de parking. Donc c'est un petit peu complexe pour ça. Voilà. Alors tout à l'heure, votre fille a expliqué que le concours avait été lancé en 2009. Oui. En fait, vous avez gagné sur quelle? Est-ce que c'était sur une option justement de confort ou une option justement technique? Est-ce que ce que vous privilégiez comme stratégie était celle qui a fait basculer en votre faveur? Est-ce que vous le savez? Pourquoi vous avez gagné le concours? Je vous dis, je pense parce qu'on proposait un projet global que n'avait pas forcément envisagé le maître d'ouvrage au début, parce que sur une grosse opération comme ça, c'est vrai que il y avait une volonté de réhabiliter ce site, c'était ça. Et en cours l'idée de la surélévation n'est venue au moment du concours. En cours d'études du concours, on nous a dit, écoutez, est-ce que vous pourriez étudier le fait de surélever ces bâtiments? Donc on a un petit peu travaillé comme ça, c'est pour ça que c'est une opération qui paraît assez longue dans le temps, parce qu'il y a eu beaucoup comme ça de réflexions, pas de modifications, mais de choses apportées comme ça au fil des études. Et le projet global donc de réhabilitation totale du site avec ces locaux que l'on crée sous la rampe, tout ça, c'est des intentions qu'on a eues et qui, tout d'un coup, dans la mesure où c'est vraiment une cité, donc ça correspondait vraiment bien à la réhabilitation complète de cette cité. Donc c'était un processus itératif, tandis qu'ici c'était un processus déterminé de surélévation. C'est ça qui est intéressant. On pourrait dire que vous êtes venu à la surélévation
Et eux, ils y sont allés tout de suite, hein, si je me permettais de résumer les deux stratégies. De même que sur la conception de la structure également. Pour nous, c'était pas... oui, voilà. C'était surtout le projet volumétrique, c'était l'idée de créer des logements sociaux en plus, mais pas initialement, pas véritablement la structure bois. Ça nous a apporté beaucoup parce qu'effectivement, on s'est un petit peu imprégné de tout ça au fur et à mesure, mais c'était pas vraiment notre savoir-faire non plus. Et puis voilà. Dans l'exposition que nous présentons ici à la Cité de l'Architecture, dans le laboratoire du logement, on a pris comme opération de référence, opération de Magendie, donc des années 90, justement de logements sociaux à Boulogne. Et en fait, à Boulogne, ils ont choisi comme stratégie, comme option technique, justement des structures acier, où là on voit en plus avec cette grande différence de matérialité vraiment très, très ostensible. On le voit depuis le quai, puis si vous rentrez dans l'opération, c'est encore plus évident. C'est assez intéressant de voir qu'en 30 ans, les choses basculent à une vitesse assez sidérante. Donc vous, en fait, c'est pour ça que vous étiez au début sur l'acier, si je comprends bien. Oui, et c'était surtout par rapport à la configuration du bâti. Si vous voulez, quand on a des bâtiments très linéaires qui font 10 mètres d'épaisseur, avec toutes les contraintes de gain technique, c'était pas évident. Donc c'est dit, il faut vraiment faire un plan le plus libre possible. En plus, on voulait travailler ses terrasses, on voulait ne pas être trop contraint ou de maîtriser ses contraintes. Donc on a pensé à l'acier, voilà. Mais, autre question? Monsieur? Une question d'ordre technique. Dans les deux cas, comment avez-vous géré la jonction entre l'ancien et le nouveau? Est-ce que vous avez travaillé avec un double plancher? Est-ce que vous avez créé un plénum technique? Est-ce que vous avez maintenu l'étanchéité en particulier? Nous avons scié l'acrotère et nous nous sommes posés dessus au nu extérieur. Donc c'était assez compliqué. Et en fait, effectivement, ce plancher-là, donc disons que le plancher est plus épais parce que en fait, on a dû rattraper avec le bois, le plancher bois, le niveau de ce plancher-là. On devait être continu. Et là, ici, il est un tout petit peu plus épais, mais il n'y a pas de plénum, il n'y a pas de vide. On pose direct, donc. Et vous? Nous, on a créé un vide technique. On a conservé l'étanchéité existante des toitures après vérification. Et on a créé ce vide technique qui nous a permis de faire une répartition de charges aussi sur l'existant, des deux surélévations. Donc voilà, dans les... Autre question? Je ne vois plus de bras qui se lèvent. Donc vous, si je comprends bien, monsieur, vous allez continuer ce type de stratégie et même vous allez expérimenter encore plus loin parce que, en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire des deux opérations dans le 13e, c'est que, alors que les typologies ne sont pas les mêmes, que tout c'est très contextualisé, à la fois en termes de programme et d'architecture, et qu'en fait, vous avez expérimenté toutes les trois, là, et avec vous, monsieur, bien sûr. Est-ce que vous allez aller encore plus loin dans l'expérimentation de ce genre? Ou est-ce que vous considérez que là, c'est bien, ça y est, on a pris assez de risques, ou au contraire, il faut continuer à déposer des ATEX, s'appuyer sur les architectes qui ont envie d'aller plus loin en réactivant justement des principes Alors, pourquoi pas, du 8e siècle? On a surtout l'ambition d'apprendre à le faire sur du logement familial. Et c'est pas rien de le dire. Dans la mairie d'arrondissement du 13e, elle semble maintenant un peu frileuse pour le logement familial parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas qui y répond, mais
Ils nous disent que c'est quand même assez compliqué, beaucoup de plaintes de locataires. Donc, c'est là-dessus qu'on veut s'expérimenter en termes d'organisation, plus que de procédés techniques, je dirais. Et vous savez si Paris Habitat a envie de continuer ce type d'opération comme ça? On espère bien qu'ils viendront ici en discuter eux-mêmes. Mais... Je pense, oui. Mais il est vrai que la vraie difficulté, c'est la gestion des locataires en place dans ce type d'opération, surtout quand on a de l'amiante, donc c'est très compliqué. Théoriquement, on pense qu'effectivement, avec un empilement suffisamment de logements en empilement pour pouvoir les loger, le temps des travaux, ça va. Mais la réalité, elle est pas celle-là, quoi. Elle n'est pas celle-là. Il y a des gens qui bloquent. Donc tout d'un coup, les travaux prévus ne peuvent pas se faire. Enfin, c'est complexe. C'est pas évident du tout à mettre en place. Ou alors, il faut vraiment une très grande anticipation, une très grande information aux locataires. Enfin, ça se fait, c'est tout à fait faisable, mais c'est vrai qu'il faut vraiment motiver tout le monde. Marie, le projet qu'on a vu furtivement au Havre, c'est une extension, là aussi, c'est une... non, c'est une tour neuve en bois. C'est une tour toute neuve dans la ZAC du Mont d'Urville, qui sera la première de la ZAC, enfin le premier bâtiment justement, d'où la difficulté de commercialiser, parce que les gens vont vivre avec 10 ans de chantier, ça pose des problèmes à mon maître d'ouvrage. C'est une pure invention, et là aussi on est dans l'innovation, puisque la dalle en pente, c'est la dalle opportune qui va abriter pour la première fois un parking qui doit être donc coupe-feu. Et elle va supporter un jardin en pente. Alors, on lutte avec Vinci Construction et Lifteam pour essayer de conserver le bois. Enfin, je lutte pour que ce soit jusqu'au bout. Éviter le socle en béton, hein, c'est ça. Bah, bien sûr, ouais, bien sûr, mais parce qu'on peut le faire en bois. Il y a aucun pour moi, il n'y a aucun problème technique, mais voilà, pour les novices, c'est plus difficile. Et puis à chiffrer aussi, on ne sait pas le chiffrer. Enfin, il y a toutes les questions d'économie. La difficulté dans ces tours, c'est le vent au dernier niveau qui fait qu'elle bouge et que le bois, ça se contrevente difficilement, en fait. Voilà, on n'a pas résolu le sujet, là. Mais je pense que c'est le cas de tous les concepteurs dans cette idée-là. Si on construit beaucoup en bois en France, en rêve, si on construisait les 400 logements par an en bois, je crois qu'on économiserait quelque chose comme 400 millions de tonnes de CO2. Ça fait rêver, il n'y aurait plus du tout l'effet de serre, quoi. Mais bon, là, c'est du jusqu'au boutisme, c'est de l'utopie, mais c'est comme ça qu'on avance aussi avec l'utopie sociale. Monsieur ? Il arrive. Qui est un marché, un potentiel très important, dans un cadre de rénovation énergétique également, pour les maîtres d'ouvrage qui sont une opportunité de financer ces travaux de réhabilitation. Là, vous, architectes, vous avez travaillé avec des maîtres d'ouvrage particuliers qui possèdent le bâtiment, qui peuvent gérer dans une certaine mesure les locataires. Le gros volume des affaires à venir dans la perspective qu'on dessine, c'est aussi la copropriété. Est-ce que c'est envisageable de se projeter avec ces contraintes techniques, financières, de sites occupés, etc. C'est une très bonne question. Comment se mettre d'accord sur la surélévation dans une copropriété immense à l'échelle de 750 logements, on imagine. On peut rêver. Voilà déjà une forme de réponse. Mais non, en effet, voilà, est-ce que ça a un côté utopique ou est-ce que, au contraire, l'évidence du choix va faire que tout le monde va s'y rallier? En fait, c'est ça qu'il faudrait prouver. C'est difficile à prouver parce que, en fait, c'est une question de culture. Après, je pense toute société très évoluée a une base de culture de l'architecture et de la construction qui n'est pas anxiogène parce qu'il y a un savoir naturel. Donc, les choses s'apaiseront, plus les choses s'apaiseront avec de la pédagogie. On en fait des copropriétés. C'est compliqué, ouais. Et c'est compliqué et il faut de la pédagogie pour tout.
Voilà. Plus il y en a, plus on innovera et on facilitera, on sera des facilitateurs de ces projets-là. Monsieur? Alors, il me semble que vous avez peut-être abordé le sujet au début, mais malheureusement, j'ai commencé la conférence dans ma voiture et je suis arrivé un peu en retard. À un moment, vous parliez d'une dalle de 24 cm en bois. Et comment est-ce que vous gérez l'acoustique dans 24 cm avec du bois, justement? Il y a une chape sèche au-dessus. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est tout. Voilà une question précise. Non, mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, le bois acoustiquement, c'est pas bon en théorie. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Quand on vit dans un chalet en bois, on entend craquer les personnes au-dessus. C'est ce qui fait le charme aussi. Mais bon, c'est vrai que dans du logement de promiscuité, du logement courant, c'est difficile à gérer. Vous parliez, monsieur, du logement familial. On recevait ici Madame Bukowska, qui a été une des pionnières aussi du logement social en bois au Blanc-Ménil, voilà, dans des opérations de grande échelle, tout à fait intéressantes. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ça, mais ça fait partie des expérimentations architecturales des années 80, tout à fait exceptionnelles. Hein. Tu es d'accord avec ça? Elena Bukowska, voilà. Les femmes architectes aiment le bois, hein, elles le défendent, on voit, hein, enfin, c'est très net quand même, non? Il se passe quelque chose, non? C'est vrai, quand j'ai passé mon CAP, il n'y avait que des hommes, hein, quasiment. On était deux filles. Fallait porter aussi, c'était lourd, parce que quand on fait de la charpente, on traduit au sol les relevés de ce qu'on va scier comme poutre, on fait le relevé au sol, et après on met la vraie poutre sur le tracé et on la scie. Donc tout ça est très physique. Mais on y arrive, on y arrive. Vous parliez tout à l'heure du sujet de la densification. Effectivement, on pourrait faire à l'américaine des banlieues qui font 50 km de long avec que des pavillons. Et à la première augmentation du prix du pétrole, c'est la crise. Mais aujourd'hui, la surélévation des bâtiments est limitée dans un certain nombre de secteurs dans un nombre certain de secteurs d'ailleurs, par un nombre certain de règlements de plus en plus importants d'ailleurs, parce qu'il en sort tous les jours des nouveaux qu'on n'avait pas vu venir. Donc vous parliez de réflexion des pouvoirs publics concernant la densification de la ville. La densification de la ville passe obligatoirement par le fait qu'elle monte en hauteur. Donc si on ne l'accepte pas, à un moment donné, on est complètement schizophrène. Y a-t-il aujourd'hui des réflexions sur le sujet? Il y a même des études faites par un architecte de l'Académie, c'est Monsieur Lambert. Il y a même des études qui le démontrent en disant qu'en 2050, si on continue jusqu'en 2050 à construire les petits R+4 de banlieue avec le commerce en bas, on va être obligé de construire 1500 km d'autoroute pour accueillir les gens. Donc c'est la logique même. Donc il y a un moment où il faut le penser différemment. Alors surélévation ou, j'appelle ça sous-élévation, mais en fait c'est reprise en sous-œuvre pour créer avec des patios éclairés, des espaces en sous-œuvre dans des bons terrains. Et il y a des preuves incroyables dans Paris. On peut construire 5 niveaux sous terre avec des patios éclairants où on a la même luminosité que... on a des exemples à Paris, rue de Reuilly. Dans les autoroutes, oui, c'est ça. C'est vrai que Dominique Perrault, en plus, puisque tu parles de sous-sol, il a développé toute une théorie sur le groundscape, donc comment reconquérir les sous-sols. Et donc c'est des idées qui rejoignent les utopies des années 60,
justement Paul Bémont et autres, sur la ville souterraine et autres. Donc on voit bien que la densification n'est pas uniquement par la hauteur, elle est dans toutes les dimensions. Ça c'est juste. Après, il faut que les choses soient habitables, on est bien d'accord. Quand on relit les textes d'Alvar Aalto, ils sont sortis il n'y a pas longtemps. Au départ, quand la modernité est arrivée, les ménagères avec des grandes cuisines dans les appartements un peu bourgeois, des grands salons, et ils disaient mais il y a trop de sujets pour elles, c'est trop compliqué de vivre dans si grand et d'aller d'un bout à l'autre et d'avoir tant de ménages à faire, etc. Apprenons à concevoir des petits espaces, mais bien conviviaux, et avec des espaces ouverts, des prolongements vers l'extérieur théoriques qui agrandissent l'espace. On peut aussi bien concevoir, c'est aussi à l'ordre du jour des politiques territoriales, des nouvelles façons d'habiter. Là, on se re-questionne à nouveau, on remet tout par terre, cuisine ouverte, enfin, on redébat là-dessus, mais de toute façon, on est obligé d'y passer. Madame ? Par rapport à la surélévation qui se fait sur des toits en terrasse, est-ce que dans le contexte actuel des végétalisations de toiture, est-ce qu'on ne se trouve pas avec une concurrence en fait d'espace, c'est-à-dire des bâtiments qui sont avec des terrasses et où les copropriétaires souhaitent installer des jardins, et s'il y a d'un autre côté, effectivement, s'il faut densifier, c'est aussi sur des toitures terrasses et pas des toitures, les toits de Paris. Nous, sur le projet de surélévation, on a végétalisé la surélévation elle-même. Donc, si vous voulez, le principe se déplace. Oui, oui, toutes les toitures. Ouais. Oui, sur toute la surélévation et sur toute la réhabilitation à côté aussi, oui. Après, quand on a des passages techniques, tous les réseaux vont prendre beaucoup de place. Il faut toujours garder un peu d'espace pour pouvoir visiter ces réseaux. Donc, les espaces de végétalisation, évidemment, se restreignent un petit peu, mais on végétalise quand même. Ouais. En fait, ça n'empêche pas les potagers sur le toit et les ruches. Par les locataires. Oui. Voilà, c'est pour répondre à madame. Monsieur ? Bonsoir. Si je ne m'abuse, on a vu 2 exemples de surélévation où on se basait sur la structure existante. Est-ce qu'il y a des exemples ou est-ce que vous avez vous-même travaillé ou auriez-vous envisagé de travailler avec des nouvelles structures pour ces surélévations ? C'est-à-dire une structure qui passe par l'intérieur du bâtiment ou par l'extérieur. Est-ce que ça vous aurait facilité certains problèmes? Est-ce que ça en aurait créé d'autres? On a envie de dire que si une structure intérieure viendrait impacter les logements à l'intérieur, et l'idée est justement de ne pas perturber la vie dans les bâtiments en dessous. Après, une structure à l'extérieur, c'est une emprise sur la voirie ou sur ce qui est à l'extérieur du bâtiment. Donc, au plus simple, je dirais qu'il vaut mieux se reprendre sur la structure existante. Et, non, nous, on n'a pas travaillé sur d'autres principes que les voiles existants et les descentes. Oui, c'est ce que tu dis, c'est utiliser les forces en présence. Alors, c'est ça. Mais je crois que monsieur, il pense au travail notamment de Caton Vassal sur le Grand Parc à Bordeaux, cette immense barre, là aussi des années 60, où une structure a été rajoutée à la première structure pour justement agrandir le logement. C'est encore une autre stratégie, elle n'est pas en surélévation, elle est dans une sorte d'épaississement du bâtiment existant. Donc c'est intéressant. Et Bois-le-Prêtre, c'était exactement ça. C'était de rajouter une structure
qui venaient se greffer sur l'ensemble, structure métallique avec, et préfabriquée. Donc, en effet, les expérimentations sont là de plus en plus intéressantes sur ces questions-là. La question du bois ou de l'acier, après, c'est pas le sujet. Là, il se trouve que les deux correspondent à ça, mais ça aurait pu être totalement autre chose. Y a-t-il une dernière question? Oui. Mademoiselle? Sur le deuxième projet qui a été présenté, vous disiez que le maximum était de 3 étages, mais c'est juste une partie du bâtiment qui a été surélevée de 3 étages et une partie a été surélevée que de 2. Et je voulais savoir si c'était pour des raisons techniques ou si c'était la raison du PLU ou autre, à droite. Là, on a décidé de mutualiser ça parce que si on était remonté, c'était compliqué, ça faisait du linéaire de façade. Et là, on avait un prospect, mine de rien, par rapport à la rue nationale, qui nous obligeait à rendre compliqué le volume lui-même qui devait être très simple. Donc, oui, c'est un choix. S'il n'y avait plus de questions, je vais remercier nos architectes et notre maître d'ouvrage d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce soir. Et je vous invite très prochainement à un autre débat sur le laboratoire du logement. Vous savez que c'est quelque chose de récurrent. Vous pouvez me le regarder par Internet si vous ne pouviez pas vous déplacer. Et donc même nous poser des questions par Internet. Vous avez vu que ça marchait ce soir. Donc à très bientôt. Et puisque Barry Schweitzer a cité 3 fois Alvar Aalto ce soir, je me permets de dire que dans cette maison, en ce moment, nous avons ouvert une exposition sur Alvar Aalto, hommage à un grand architecte qui était aussi un grand designer. Donc cette rencontre aussi est assez exceptionnelle. Surtout ne la ratez pas. Donc à très vite. Merci à tous.